Bonjour, vous voyez que moi, je n'ai plus de voix. Je suis hyper heureuse. Alors, notre troisième jour commence. Marie-Hélène Lafont à la Bibliothèque universitaire de Gdańsk. Qui va être interviewée par Doris Ibel de l'Université d'Innsbruck. L'Université d'Innsbruck, qui est aussi pas un partenaire, mais c'est une partie d'un consortium de Fleuvolution, n'est-ce pas? Donc avec Doris, avec Yagoda et aussi maintenant avec l'Université de Nanterre, ce sont les trois institutions qui gèrent le projet. Alors, nous sommes à la bibliothèque, comme l'année passée, grâce à l'invitation de Monsieur le directeur, Arnold Konczynski. Je laisse la parole à Monsieur le directeur. Thank you. I'm sorry so sorry for English this morning. Welcome you to Gdańsk University Library. So this is a very nice day, French day today, at our library. It's nice to see you. Nice, refreshed faces at the morning at Gdańsk University. This is also the piece of history. This is not only the modern library. You can see the old catalog cards transferred by the artist into that project. So this is a piece of history. In the library, we have a lot of exhibitions. Today, there are 3 of them. So if you have a good time, free time, you are very welcome to go around and to enjoy that library. Well, so once again, welcome to Gdańsk Library. So you are the golden card guests today. Thank you for coming. Merci. Alors, hier, on a passé une journée formidable. C'est Marie-Hélène Lafont qui nous a rejoint l'après-midi. Alors, on a pour vous des souvenirs d'une journée passée. Alors, bravo pour notre caméraman Janusz Wojtkowski, là-bas. Mais aussi pour notre photographe Ola Weiss. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Kaja pour de faire toujours de faire toujours ce petit film qui non, fait faire. Parce que c'est de très beaux souvenirs et c'est magnifique, je pense, pour tout le monde de pouvoir... c'est un moyen de se rappeler. C'est très beau, je trouve. Et cette année en particulier, avec ces belles images. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conversation que je vais faire avec Marie-Hélène Lafont. Et je voudrais dire d'emblée que pour moi, c'est un véritable cadeau de pouvoir faire ça.
parce que ces textes m'ont interpellée à un niveau très physique, très affectif, m'ont projeté vers le passé, le passé d'une fille de campagne aussi. Et je retrouvais dans ces textes maintes références à ma propre enfance, à ma propre adolescence. Marie-Hélène Lafont, lorsqu'on vous a invité de venir ici, dans ce cadre tout à fait spécial qui rassemble des étudiants d'un peu partout de l'Europe et au-delà de l'Europe même, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Parce que c'est quand même pas je ne sais pas, un cadre habituel, voilà. Et j'ai pensé que j'avais beaucoup de chance, pour toutes sortes de raisons. Et la principale de cette raison est que quand j'ai commencé à écrire il y a 30 ans et à publier il y a 25 ans, mes livres ont été d'emblée repérés comme parlant d'un monde, pas exclusivement, mais essentiellement d'un monde, donc monde paysan, voyez, en train de finir. Voilà, hein, un monde qui n'était pas dans l'actualité, qui n'était pas dans l'air du temps, des personnages qui semblaient décalés, hein, et peu présents dans le paysage littéraire. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai mis plusieurs années à trouver un éditeur qui osait publier ça, qui était hors mode et qui semblait hors temps. Et pour moi, c'est extrêmement émouvant, 25 ans plus tard, de voir ces textes, ces personnages, ces situations, ces paysages. Alors que ce soit des paysages ruraux, agricoles même, hein, ou bien que ce soit comme Gordana, vous voyez par exemple un personnage qui appartient, hein, aux ordinaires, aux effacés, hein, à ceux qui, encore une fois, en principe, ont peu ou pas de place dans la littérature officielle, on va dire. Voilà. De voir donc ces textes traduits. J'ai bien compris que c'est une des conditions pour être invité, c'est que les textes soient traduits, donc traduits d'une part, et d'autre part, lus, travaillés en extrait en français, hein, par des étudiants, donc jeunes, hein, pas tous âgés de plus de 72 ans et demi, hein, voyez, bon, donc jeunes, hein, pas nés dans le Cantal, voyez, pas liés à une région, hein, pas liés, voilà, à une vision étroite du monde, voilà, hein. Donc je me suis dit que c'était une chance incroyable, voilà, hein. Il y a une sorte d'élargissement, voyez, d'ouverture, voilà, hein. Et donc là, Jeanne, ou dans nos vies, ou bien la mer des sources, vous voyez, hein, voilà, ben les voilà en voyage à Gdansk, au bord de la Baltique, voilà, hein. Eh bien, ça m'émeut, ça me, comment dire, ça me donne de l'élan, voilà, et de la confiance, voilà. Donc, j'en remercie tous les jeunes gens qui sont là et tous les vaillants professeurs, hein, qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce que cela soit possible, vous voyez, hein. Il y a aussi une réelle émotion à être dans une bibliothèque. Voilà, moi j'aime énormément être dans des bibliothèques, hein, notamment parce que quand j'étais enfant, hein, le livre pour moi était rare, on n'en avait pas ou peu, hein, dans les familles, dans les maisons, et on n'y avait accès que dans ces
lieu collectif, vous voyez, hein. Et ici, de surcroît, c'est beau. Être dans la beauté, dans les bibliothèques, dans la jeunesse, c'est une grande grâce qui m'est faite et accordée. Merci. La lecture de vos textes m'a fait quelque chose de tout à fait particulier. J'ai commencé à apprendre le français à 10 ans, hein, donc c'était ma première langue étrangère. Et avec cet apprentissage, je suis entrée dans un milieu que je ne connaissais pas. Et en lisant vos textes, j'étais sans arrêt obligée de consulter le petit Robert, parce que moi j'en ai encore un petit Robert sur mon, j'ose à peine le dire, sur mon bureau, mais je le consulte souvent et c'est toujours un très grand plaisir. Donc j'ai pas arrêté de consulter le petit Robert et je me suis rendu compte que la langue française que j'ai apprise était pleine d'a priori aussi, hein, c'est-à-dire m'a communiqué, m'a transmis, m'a ouvert un milieu qui n'est pas nécessairement, à travers la langue, celui dont vous parlez dans vos textes. Donc hier, on a parlé beaucoup de la langue comme maison, comme lieu, comme un lieu, ou comme un espace qu'on habite, où on est chez soi. Et je me suis rendu compte, comme jamais avant, que cet espace n'est pas neutre. Hein, c'est que à travers le texte littéraire, on normalise aussi un certain contexte existentiel de vie, certains personnages, etc. Oui, alors, si vous voulez, la langue comme une maison où on est chez soi, que l'on habite et que l'on partage. Ça, j'ai insisté sur cet aspect-là hier, et ça, c'est particulièrement sensible. Hein. Je crois, vous voyez, depuis 25 ans que j'accompagne mes livres, hein, dans des librairies, dans des bibliothèques, dans toutes sortes de lieux, et en France, mais aussi dans d'autres pays. Je crois que c'est la première fois que je me trouve à un tel carrefour, en quelque sorte, vous voyez, hein, où il y a une sorte de partage et d'ouverture aussi. De la langue. Alors évidemment que la langue que l'on écrit et ce qu'elle donne à voir, hein, est profondément traversée, même si on n'en est pas conscient. Parfois, on n'en est pas conscient. Et travaillé par ce qui nous constitue, hein, par nos parcours. Hein, et pour le coup, dans mes livres, il y a... et c'est en écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une mise en texte, il y a une mise en mots, hein, de pans, voilà, hein, de morceaux, d'états, voilà, hein, du monde et de la société qui n'ont pas forcément, ne sont pas forcément représentés, hein, dans la littérature qu'on étudie, la littérature dite sérieuse, voilà. Hein. Bon, mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Je me suis pas dit, vous voyez, quand j'ai commencé à écrire, il faut que je choisisse un créneau, voyez, dans lequel personne ne se serait exprimé jusqu'alors. Bien entendu que non. Hein. Vous avez entendu hier, il en était un peu question de ça déjà. Moi, j'ai toujours su que si un jour j'osais écrire, j'écrirais d'abord, pas seulement, mais d'abord à partir du lieu et du milieu d'où je venais. Puisqu'il s'agissait d'en inscrire une trace. Et que inscrire et écrire, c'est la même famille de mots. Vous voyez, hein. Il y a une sorte de gestes à la fois volontaires, décidés, hein, et en même temps irrépressibles. Voilà, hein. Je ne peux pas ne pas passer par ces personnages, ces situations, hein, ces mondes dans lesquels, par exemple, c'est un point commun à tous mes personnages, qu'ils soient ruraux ou citadins, hein, ruraux, paysans même dans les sources, citadins dans nos vies. Hein, et dans l'histoire du Fils, vous avez les deux mondes, hein, qui sont représentés. Mais tous mes personnages, par exemple, sont des empêchés de la parole. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire. Voilà. Et moi, j'écris dans leur silence. J'écris leur silence, mais j'écris aussi dans leur silence, venant de leur silence. Ça, c'est très sociologique, par exemple, vous voyez.
hein. J'ai tout à fait conscience que mon rapport à l'écriture, hein, et la façon dont je la conçois et dont je la travaille vient profondément, hein, du fait que dans toutes les générations qui m'ont précédé, hein, j'ai vu tout à l'heure un arbre généalogique sur une affiche. Hein. Bon, eh bien, dans mon arbre généalogique, il y a d'abord des silences. Voilà, hein, voilà. On ne dit pas tout ce qui relève de l'émotion, hein, de la sphère de la personne, du soi, de l'intimité. Hein. On n'y a pas accès par les mots. Hein. On utilise la parole pour parler, pour dire, avec beaucoup de précision. Le travail, ça laisse des traces dans mes livres. Hein. Mes personnages travaillent. Gordana travaille. Vous voyez, hein, dans Histoire du Fils, hein, on sait, hein, d'où sortent les personnages et comment ils vivent, comment ils sont insérés de manière très concrète. Vous voyez, hein, donc ça c'est important. Hein. Donc ça sert à dire le travail et ça sert aussi, la parole, à dire la vie des autres et à commenter la vie des autres. Vous voyez, hein, donc le milieu est présent. Voilà, hein, les autres, les voisins. Vous regardez les voisins vous regardent. Hein. Vous parlez de ce que font les voisins parlent de ce que vous faites. Voilà. Hein. Et ça fait un récit. Hein. Et ce récit-là est dans mes livres aussi. Hein. Voilà, une sorte de chronique comme ça. Mais une chronique d'un monde, hein, où, a priori, il ne se passe rien. Il ne se passe que la vie ordinaire. Voilà. Hein. Sauf que la vie ordinaire, c'est de la matière à écrire. Voilà. Et évidemment que là-dedans, il y a une dimension sociologique et il y a une dimension politique, voilà, dans ces gestes d'écriture. Voilà. Mais quand j'avais votre âge, par exemple, j'étais complètement inconsciente de ça, hein, une vraie brute. J'avais aucune notion de ça. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était pas très clair pour moi. Hein. Je savais que je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire, sinon je passais à côté de ma vie. Hein. Mais je crois que je n'avais pas fait le tour de ces questions-là. Je ne l'ai toujours pas fait, d'ailleurs. Hein. C'est toujours ouvert, quoi. Voilà. Hein. Vous voyez, toujours en mouvement. Ouais. Vous rencontrez aussi où vous vous affrontez, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Donc, lorsque vous vous faites vivre, ou vous remplissez ce silence, lorsque vous donnez une voix à ce silence, c'est toujours avec une très grande sensualité, je trouve. Donc, c'est ça qui m'a émerveillée en lisant, tu vois. Je sentais les pierres sous mes pieds, je sentais, il y avait le parfum des prés, les odeurs de la cuisine, la graisse, la suie, ce mélange d'odeurs de l'étable, de la cuisine, etc. Donc c'était comme une Madeleine pour moi. J'étais projetée, ça a déclenché quelque chose comme une mémoire involontaire, très forte. Alors ça, vous voyez, cette dimension très sensorielle, hein, elle est très présente dans les textes parce qu'elle est très présente dans l'écriture ou dès l'écriture. Hein. Le travail d'écriture, pour moi, c'est vraiment une affaire de corps. D'abord, je me souviens par sensation. Vous voyez, hein, mais ça, je crois que c'est très banal. Hein. C'est-à-dire que quand j'écris, vous voyez, quand j'appelle ça être au chantier. Hein, quand je suis au chantier et que j'écris le premier jet du texte, hein, alors jusqu'à Histoire du Fils inclus, ce premier jet était manuscrit. Hein. Voilà. Depuis les sources, donc y compris pour Hors-Champ, vous voyez, par exemple, hein, et aussi le texte que j'ai écrit sur Cézanne. Depuis les sources, j'écris directement sur ordinateur, le premier jet. Hein. Ça me pose un problème, je ne vous le cache pas, hein, ce n'est pas la question, mais ça me pose un problème. Enfin, je ferme cette parenthèse. Hein, voilà. Je vois bien que passer une vague d'étonnement dans le regard des jeunes gens qui se disent « mais pourquoi ça la gêne d'écrire directement sur ordinateur ? C'était même incroyable, c'est un vrai dinosaure d'avoir écrit, hein, à la main. Hein. » Bon, eh ben, moi j'avais besoin de ce passage et je n'en ai plus besoin, je ne sais pas pourquoi, ça m'interroge. Bon, mais si je sais pourquoi, parce que écrire à la main, c'est un geste du corps qui engage plus que taper sur un clavier, ou qui engage différemment, vous voyez.
Il y a un outil. Hein, l'homme est un animal qui tient des outils. Hein. J'ai plus d'outils quand vous êtes sur l'ordinateur. Hein, voilà. Bon. Donc je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est anthropologique. Je ne me le suis pas encore expliqué. Je me l'expliquerai sans doute jamais, mais c'est comme si j'étais passée dans une autre ère. Hein, et ça m'angoisse. Mais bon, pour l'instant, j'en suis là. Donc, j'écris avec le corps parce que je me souviens et je ressens avec le corps. Voilà. Hein. Donc, il faut que tous les sens soient engagés. Hein. Les 5, que tout le monde connaît, mais je dis qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas nommés. Hein. Et il faut que dans le texte, hein, avec des signes noirs sur un fond blanc, hein, je fasse sentir, entendre, éprouver avec le toucher, hein, avec toutes les surfaces du corps, hein, le monde tel qu'il est. Hein, et les situations, les sensations, les douleurs, les vertiges de joie, enfin, il faut que tout ça entre dans la phrase. Hein, et ça, c'est vraiment une question d'empoignade avec les mots, et l'empoignade avec les mots, c'est pas une image. Hein, c'est un corps à corps, voyez. Hein, donc je dis que le corps est engagé. Hein, et je dis que tout le registre sensoriel, sensuel, charnel, éventuellement sexuel, d'ailleurs, est extrêmement, en effet, présent dans mes textes. Voilà. Hein, et que l'idéal serait que les lecteurs, quand ils me lisent, sentent le fumier, le foin, l'odeur de la brioche du dimanche matin, voilà, et que ça réveille en eux des sensations qui sont les leurs et pas les miennes, mais qui sont les nôtres, notre commun partage. Vous voyez, hein, mais je crois que c'est ça l'expérience de la lecture. Hein, donc, je suis engagée là-dedans. Hein, voilà, et j'y suis engagée. Quand je dis que j'y suis engagée avec mon corps, hein, c'est parce que l'écriture, ça passe par là. Hein, et je l'ai dit hier en plus, je lis à voix haute mes textes pour les travailler. Vous voyez, hein, je suis extrêmement. C'est pour ça que j'étais très sensible hier aux lectures à voix haute qu'on fait. Encore une fois, c'est 5 camarades que je remercie encore vivement, parce que faire monter sa voix, vous voyez, hein, c'est pas rien, c'est donner quelque chose de soi, y compris avec un micro, voilà, mais devant une assemblée, etc. Et moi, quand je suis à l'établi d'écriture, je suis seule, hein, et je fais aussi monter ma voix, j'entends le texte. Et c'est là que je vais lui donner sa forme, que je vais la chercher, sa forme juste. Vous voyez ? Marie-Hélène Oui. Lafont, puisque est-ce que vous allez nous donner Oui. un peu de votre corps à travers un texte de voix comme vous y allez. Hein. Mais oui, je vais. Alors justement, je vais lire. J'ai proposé. Je vais lire à voix haute. Vous voyez, un extrait de texte. Et j'aime bien faire ça en public parce que c'est comme une. J'inverse la situation de l'écriture. L'écriture, vous êtes seul avec votre texte. Vous n'êtes pas certain que votre texte deviendra un livre un jour publié. Hein, il est en travail, il est au travail. Voilà. Hein, et je dis volontiers que c'est un exercice de haute solitude, avec le vertige qui accompagne cela, et aussi la jubilation qui l'accompagne. Hein, je compare volontiers l'écriture à la haute montagne. C'est vertigineux et jubilatoire, les deux à la fois. Mais je ne sépare pas le vertige et la jubilation. La jubilation comme un degré, comment dire, extrême de la joie. Hein, voilà. Et si vous voulez, pendant l'écriture, il y a ça. Et de l'autre côté de l'écriture, on dirait comme l'amont et l'aval d'un fleuve. De l'autre côté de l'écriture, il y a des moments comme ça, vous voyez, hein, où on a j'ai la joie et le privilège de pouvoir prendre un livre, le mien, quoi. Je prends un morceau et je le dis à voix haute. Et j'aime beaucoup assurer ce passage comme ça. Hein, voilà. Alors, je vais peut-être prendre un texte, justement, où il est question de... oui, je vais prendre dans l'histoire du Fils. Dans l'histoire du Fils, c'est l'été, à Figeac. Il fait chaud. André a 10 ans.
C'est un petit peu à la suite de ce qui nous a été lu hier. Hein. Sa mère est partie. Hein. Elle a repris le train. Il est soulagé hein, que sa mère soit partie. Hein, parce que, bon, finalement, hein, sa mère, bon, voilà. Il a 10 ans. Alors, pour ceux d'entre vous, hein, pour qui, l'histoire du fils est un peu lointain, hein, donc, André a 10 ans, il est élevé par Hélène et Léon, son oncle et sa tante. Hélène et Léon ont 3 filles, il a donc 3 cousines qui sont des adolescentes. Hein. Elles ont 18, 16 et 14. Hein. Et elles adorent André, hein, c'est le petit prince de cette maison. Hein, voilà. Figeac, c'est dans le Lot, c'est dans le sud de la France. Hein. C'est un pays très doux, très, très charmant, très, où les arbres fruitiers poussent, où on se baigne dans les rivières. Enfin, c'est la quintessence de la belle campagne douce et plaisante. Hein. Et André est un enfant heureux. Et cependant, né de père inconnu, comme on l'a bien entendu hier, hein, et qui voit sa mère, donc, hein, 3 semaines en été et 1 semaine à Noël, puisqu'elle vit à Paris et elle vient hein, voilà, hein, faire sa parisienne à Figeac, hein, 4 semaines par an. Et là, elle vient de repartir. Hein. Donc, elle est dans le train, elle repart à Paris, et lui, il rentre à la maison avec Hélène et Léon, qui sont devant, et puis les cousines. Hein, voilà. André Léoty, 10 ans, planté dans le soleil devant le portail de la maison d'Hélène et de Léon le 17 août 1934, un peu avant 4 heures de l'après-midi, est le fils inconnu de ce père inconnu. Ce fils revient de la gare de Figeac, d'où est parti le train qui emporte Gabrielle, sa mère. Sa mère, ce père, ce fils. Il sait la différence entre l'adjectif possessif pour sa mère et l'adjectif démonstratif pour ce père et ce fils. Léon dirait que ça n'est pas la même musique, pas du tout, ou pas la même chanson. À l'école, le maître fait réciter des listes, toutes les listes de la grammaire, et André ne se trompe jamais. Surtout avec son maître d'école qu'il aura encore pendant toute la 2e année de cours moyen. Le maître, l'école, les listes, inconnu, ce père, fils, inconnu. André respire un grand coup, comme Hélène dit qu'il faut le faire quand les ratons laveurs vous mordent le cœur. Hélène a aussi ses expressions et il les retient toutes parce qu'elles riment. La rime est un jeu entre Hélène et lui. Elle sait des fables de La Fontaine qu'elle a continué à apprendre, même après l'école et le certificat. Hélène a son certificat, pas Léon. Gabrielle est infirmière. Elle a été infirmière longtemps à Aurillac, dans le Cantal, où on ne va jamais, mais pas à Paris. André ne comprend pas bien quel est le métier de sa mère à Paris. On l'entend parler du bureau, du dépôt, du magasin. Il ne la voit pas soigner des gens. Hélène, oui, mais pas Gabrielle. La pensée de Gabrielle, de son parfum pointu. Alors, pointu, vous voyez, par exemple. Je me souviens, pointu, de l'avoir passé je ne sais combien de fois, vous voyez, à l'épreuve de l'oreille. Son parfum pointu. Évidemment que je prends pointu à cause du P, le parfum pointu. Hein, voilà. Mais est-ce que c'est juste pointu? Vous voyez, est-ce que... Enfin, j'ai beaucoup hésité hein, avec d'autres adjectifs de 2 syllabes. Il y a 2 syllabes à parfum, il me fallait 2 syllabes pour l'adjectif. Parfum pointu. Hein. Mais je me souviens, vous voyez, à l'oreille, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On met parfum pointu, on met parfum charnu, Bon, hein, vous voyez, c'est de l'oreille. Hein. Voilà. Donc son parfum pointu, et d'ailleurs, j'ai vu ce matin sur une affiche, hein, le parfum pointu représenté. Hein. Son parfum pointu, le train, le quai, tourne derrière ses yeux. Il s'appuie au portail, les épaules, le dos, les fesses. Il se gîte contre le portail tiède, sous le platane qui l'enveloppe dans son ombre douce.
Il pense aux listes, au maître. Les ratons laveurs se calment. Pas de raton laveur dans les fables de La Fontaine, qu'il dit avec Hélène. À sa suite, en chœur ou en duo. Léon adore ça. Il en demande et redemande. Les cousines se moquent. Elles ont 18, 17 et 15 ans. Elles sont grandes, elles rient. Elles sont ses cousines sœurs, ses cousines fleurs. Il pense à leur tourbillon, à leur joie. Il se demande si elles savent pour les ratons laveurs, si elles en ont aussi à l'intérieur de leur poitrine, ou plus bas dans le ventre, sous le nombril. Peut-être que les ratons laveurs n'osent pas s'attaquer à la poitrine des filles, des cousines, des sœurs. La poitrine des filles. Il aspire encore l'air chaud, une mince goulée. Sa mère est partie, repartie dans son Paris pour presque 5 mois. Quand elle reviendra, il sera encore plus costaud. Il aura derrière lui presque 5 mois d'école avec M. Brunet, qui va lui faire préparer le concours d'entrée en 6e. Le Platane soupire. Sa mère s'éloigne. Soupir, rime avec sourire. Et cousine avec poitrine. Il pense à la poitrine des cousines. Il la sent contre lui quand elle le serre. Les cousines le serrent souvent. Elles ont toujours fait ça. Elles sont terribles quand elles se moquent, mais il aime plus que tout le nid de leurs bras, le rond, et le chaud de leurs seins sous les tissus. Il ne dit le mot « sein » que pour lui. Il a dans le secret de sa bouche. Il sait qu'il a beaucoup de chance avec les cousines. Il comprend que les autres garçons souvent sont privés de poitrine, de seins. Il les regarde. Ils y pensent, ils en parlent entre eux. Il a déjà entendu les grands de la classe du certificat sous le préau. Il sent que c'est difficile et rare pour eux de toucher la poitrine des filles à travers les tissus. On n'espère pas les voir, les seins, la poitrine, les voir en vrai. Lui ne les voit pas non plus. Les cousines ne les lui montrent pas. Mais elle le serre. Et il les sent. Et c'est le paradis. Le Platane frémit, il ne soupire plus. Un rien de vent, un fil léger vibre dans l'air chaud et bleu. André respire. Il regarde ses mains. Tes mains de pianiste, dit sa mère. Elle parle beaucoup des mains d'André, de ses poignets, des leçons de piano qu'il faudrait prendre. Il trouve ses poignets trop minces et ses mains trop longues. Il serait presque embarrassé de ses doigts qui n'en finissent pas. Heureusement, ses pieds sont normaux. Hélène dit que c'est comme pour les chiots qui ont de grosses pattes et un petit corps. Ça s'arrangera avec le temps. Quand il aura terminé sa croissance, l'équilibre sera rétabli entre ses mains trop longues et le reste de son corps. Hélène et Claire, sa cousine préférée, celle du milieu, le disent et il les croit. Il attend. Il sait qu'il faut attendre, les enfants attendent. Il ne veut pas prendre des leçons de piano. Heureusement, on n'a pas ça à Figeac. Il faudrait courir peut-être jusqu'à Cahors pour les leçons. Gabrielle lance des paroles en l'air, mais elle n'insiste pas et elle repart avec son parfum dur, ses robes de Paris et son piano. Vous avez vu, là, cette fois-ci, le parfum il est plus pointu, il est dur. Hein? Pourquoi ? Parce que là, il me fallait un adjectif d'une syllabe pour retomber vers la chute de ma phrase. Voyez ? Avec son parfum dur, ses robes de Paris et son piano. Parfum, Paris, piano. Point. Tac. Il entend son prénom jeté dans l'air. C'est Claire. Elle l'appelle plusieurs fois. Elle dit « Tu viens, Dadou, on va se baigner au Jaladis, viens !» La joie bondit dans ses os. Il lâche le portail, le Platane, le piano de Gabrielle, le train et la gare. Il a 10 ans et c'est l'été pour toujours. Waouh, merci.
là, J'ai pas lu ce que j'ai écrit, hein. Pardon, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup fait remuer la ponctuation. oui. Vous voyez, je la change tout le temps quand je lis à voix haute. Parce que c'est pas du tout la même chose d'être seul avec son texte ou d'être, vous voyez, là, devant un public, il y a des regards, il y a la lumière, il y a l'espace. Hein, voilà, donc je lis jamais 2 fois le même texte. Un texte, ça bouge tout le temps. Ça continue à vibrer tout le temps, même une fois que c'est fixé. Si vous voulez, la forme fixée dans le livre, c'est une apparence du texte. Mais le texte, il est vivant, il continue à voyager. Oui, c'est pourquoi je voulais dire que vous nous avez donné du corps de texte à retordre. Parce que Comme on donne c'est du vraiment- fil à retordre. Comme on donne du Ah fil oui, à alors ça, retordre. c'est terrible. Oui. Non, attends, alors, pardonnez-moi de dire ça, hein, mais je ne devrais pas dire ça devant des étudiants et puis des professeurs, mais ce que j'ai pensé aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous m'avez dit, qu'avez-vous pensé quand je me suis dit, bon Dieu, des étudiants qui vont lire, c'est difficile ce que j'écris. Non, mais c'est vrai, c'est difficile pour mes livres, si vous voulez, mes textes, hein, dans le paysage littéraire contemporain en France, par exemple, hein, eh bien, mes textes sont considérés comme des textes qui ne sont pas faciles à aborder, vous voyez, hein, qui ne sont pas, on dirait, entre guillemets, grand public. Vous voyez, hein, parce qu'il y a une syntaxe particulière, il y a un lexique particulier, et puis je m'enfonce dans ce que j'appelle les labyrinthes intérieurs de chacun, vous voyez, hein, on lâche rien pour la complexité et l'opacité, donc c'est pas facile, hein, et je me dis, ces étudiants sont bien valeureux et ces professeurs bien courageux, hein, d'oser des choses pareilles, hein. Mais en même temps, vous écrivez des phrases absolument extraordinaires pour moi. Vous dites à un moment donné, et c'est d'ailleurs cité sur une des affiches des étudiants, il faut que la jeunesse rie. Ben Et oui. moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et hier, on a développé un peu, en discutant entre nous, la question. Donc, vous parlez beaucoup de la campagne, de votre Cantal, etc. Vous parlez également de Paris. Et il y a, pour nos sociétés, il y a ce passage d'une société d'agriculteurs Oui. vers cet espace urbain, vers des sociétés totalement différentes. Et on s'est posé la question, où on s'est dit, il y a quelque chose qu'on a raté dans ce passage de la campagne à la ville. Quelque chose s'est perdu, quelque chose d'essentiel et qui pourrait éventuellement être lié à cette phrase. Voilà. C'est Oui. une réflexion que je Oui. vous lance Oui, oui. pour la développer. Oui, j'entends. Alors, quelque chose a été perdu, ça c'est sûr. Si vous voulez, les livres que j'ai écrits depuis 3 décennies sont tous écrits en tension entre, en effet, le monde d'où je viens, qui est une société non seulement rurale, mais paysanne, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Hein. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, par exemple, hein, vous avez des origines rurales, voire vous êtes à l'origine, avant de venir étudier dans les villes universitaires dans lesquelles vous étudiez, vous avez grandi dans le monde rural, mais pas forcément paysan. Hein. Et vos racines paysannes, si racines paysannes il y a, pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans la vingtaine, vos racines paysannes, souvent, elles sont à 2 ou 3 générations. Hein. Voilà. Ça, à l'échelle de la population européenne, hein, et française en tout cas, c'est vraiment un mouvement sociologique, historique, économique, enfin totalement avéré, étudié par les sociologues, les historiens, etc. Hein. Bon. Alors, il est certain que mes livres sont tous écrits sur cette ligne que je qualifie volontiers de ligne de haute tension, voyez, hein, entre cette société dans laquelle, hein, donc paysanne dans mon cas, dans laquelle ont vécu absolument tous mes ancêtres, toutes les lignées qui m'ont précédé, hein, et celle, hein, citadine, hein, et dans mon cas de surcroît parisienne, hein, dans laquelle
j'ai accédé par mes études et que j'ai apprivoisé dans le temps que vous vivez, là, vous, qui est le temps des études, et dans laquelle j'ai fait ma vie de professeur. J'ai toujours enseigné, par exemple, à Paris, vous voyez. J'aurais pu demander une mutation et retourner enseigner dans le Cantal. Je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que je sentais que pour l'écriture, il me fallait cette distance. Vous voyez, et que cette ligne de tension, mais c'est presque la ligne de chemin de fer. Ce matin, j'ai vu le trajet qu'ont dessiné certains d'entre vous sur les affiches, entre Cracovie et puis Gdansk par le train, avec toute la litanie comme ça des noms. Vous voyez ? Bon, eh bien, cette litanie des noms de lieux le long d'une ligne de chemin de fer, elle est vitale dans mon existence. C'est comme une ligne de vie qui passe dans une main. Vous voyez ? Elle est vitale parce que c'est celle de mon écriture. Et la distance, je pense, pour écrire était fondamentale dans mon cas. Partir et écrire, ça ne se séparait pas. Voilà. Mais partir, ça ne veut pas dire abandonner. Et il est évident que dans ma démarche d'écriture, il y a une dimension de témoignage qui relève aussi de quelque chose qui serait peut-être un devoir de fidélité et une manière d'inscrire une trace de ce qui est laissé dans un autre lieu du monde et peut-être aussi dans une autre étape temporelle. Voilà. Et dans le... Voilà, moi j'ai 64 ans bientôt. Dans le temps de ma vie, j'ai vu, en effet, je l'ai vu concrètement, c'est très précis. J'ai vu cette société paysanne être profondément modifiée, perdre une part essentielle de sa population active, et j'ai vécu de près, donc, une vie citadine qui paraît se situer aux antipodes. Voyez, et évidemment que dans cette société paysanne que je n'idéalise pas du tout, dont je ne livre pas du tout une version idyllique, voyez, qui serait celle d'une sorte de paradis perdu. Il n'y a pas de paradis perdu, voyez, mais il est évident que dans cette société paysanne, il y avait un certain nombre de rapports aux autres, de façons de vivre, de façons de faire, dans une forme de sobriété, par exemple, vous voyez, qui ont certainement beaucoup à nous dire dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, où il va sans doute falloir la réinventer et la réapprendre, la sobriété. Il va falloir passer par le pont ou par l'eau. Voilà, parce que crise économique, parce que crise surtout climatique, je veux dire écologique, voilà, et ces grands enjeux-là d'aujourd'hui, qui ne seront pas le défi de ma vie, qui seront les défis de la vôtre, eh bien, ils ont probablement... Ce sont des enjeux dont certains, je pense, peuvent trouver de la matière à penser, de la matière à réfléchir et à inventer, voyez, en examinant de plus près ce socle-là. Le socle, voilà, de ce monde qu'on a laissé derrière nous et qui paraît d'un seul coup très lointain. Voyez, ça m'a frappé, certains d'entre vous avaient mis ce matin, avaient cherché des images qui représentaient, par exemple, vous voyez, et pourtant c'était 1967, mais les voitures de 1967, on a l'impression que c'était le Moyen-Âge, comme si voilà, le socle du temps s'était brutalement dérobé derrière nous. Voilà. Il ne s'est pas dérobé, il y a à chercher. Du côté des sources, il y a à chercher des solutions pour continuer à inventer la vie. Voilà. Et pour continuer à inventer la vie, eh bien, il me semble que cette opposition aujourd'hui, qui est très très présente dans la société française, par exemple, entre monde citadin, urbain et monde rural, eh bien, elle va devoir se conjuguer, comme on conjugue un verbe, différemment, autrement, parce que il y a des nécessités qui se font jour, et qui sont très urgentes et très cuisantes, vous voyez. Et mon écriture, elle a aussi un rapport à voir avec ça. Mais je ne suis pas la bonne personne, moi, pour écrire ça. Je ne pense pas. Vous voyez, je pense qu'il va falloir que viennent d'autres écrivains, sans doute plus jeunes et qui ont la tête plus politique que moi, pour justement écrire comment on va pouvoir conjuguer, vous voyez, monde ruraux et monde citadin, et les faire vivre ensemble sans que ça soit obligatoirement quelque chose qui soit de l'ordre de l'opposition frontale ou de la guerre civile, quoi. Voilà. Mais c'est sans doute pas mon terreau et mon terrain d'écriture à moi.
J'ai droit, si j'ai bien compris, j'ai bien interprété le regard de Kaja à une dernière question. Et ensuite, il Elle y est aura un partie. temps d'échange. Oui. Hier, vous avez brièvement dit que vous considérez que votre écriture est une écriture réaliste. Vous avez dit, Pardon, oui. je n'invente rien, je réinvente. J'y pense parce que vous venez Oui. de parler d'invention. Voilà. Oui. Oui, oui, oui. Alors, en effet, hein, je dis que tous les motifs de mes livres sont traçables. C'est-à-dire que derrière le nom d'un chien, vous voyez, je peux vous dire, ah oui, Oscar, par exemple, oui, voilà, ça vient de ça, vous voyez. Hein, la blouse de Gordana dans Orchamps, hein, dans Orchamps, n'importe quoi, si je mélange mes livres, c'est très inquiétant. Dans Nos vies, et Gordana, hein, donc, elle est caissière au Franprix, et donc elle porte la blouse Franprix. Bon, eh bien, cette blouse Franprix, aujourd'hui, n'existe plus. Hein, il n'y a plus de blouse Franprix aujourd'hui. Hein, mais il y a 20 ans, oui, c'est ça, il y a 20 ans, c'était 2003-2004, je vous l'ai dit hier, ils avaient une blouse. Voilà, hein. Et moi, je me souviens de la blouse Franprix de Gordana qui avait donc, qui était dotée d'une poitrine fascinante. Et la blouse Franprix ne contenait pas les appâts de Gordana. Hein, voilà. Bon, et donc elle était toujours, elle était ouverte sa blouse. Vous voyez, bon, voilà. Ben, cette blouse là, il faut pas trahir la blouse, quoi. Vous voyez, j'ai pas besoin de l'inventer, elle est là sous mes yeux. Voilà. Hein, donc elle est rentrée là. Hein, dans mes fichiers mentaux, elle y reste. Et quand je suis au travail, hein, j'essaie de la restituer avec le plus de précision possible. Hein, voilà. Et c'est en ce sens que je dis que je n'invente pas, puisque la blouse, encore une fois, je ne l'ai pas inventée, hein, mais je la réinvente parce que hein, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'en faire une description de 38 lignes hein, qui va assommer tout le monde. Non, non, il faut trouver le rythme de phrase, le bon adjectif, la bonne virgule bien placée, le bon temps verbal, qui va faire que la blouse, vous allez la voir s'ouvrir idéalement hein, sur les seins de Gordana. Hein, voilà. Bon, ça, c'est mon travail d'écriture. C'est ce que j'appelle la réinvention. Et j'ai dit autre chose concernant la réinvention, bien entendu. Hein. J'y ai peut-être pas suffisamment insisté hier, mais dans la réinvention, il y a de la protection aussi. Hein. Tous mes personnages ont été des personnes. Je ne veux pas que les personnes puissent être, vous voyez, qui continuent à vivre, qui n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à devenir personnages de roman. Hein. Je ne veux pas qu'on vienne leur dire ça serait pas toi, là, page 32, là. Ben moi, si j'étais toi, si on avait écrit un truc pareil sur moi, j'irais lui casser la figure. Hein. Parce que franchement, tu te rends compte, enfin, vous voyez, c'est ce que j'appelle la collision entre le réel et la fiction, le choc, le heurt. Hein. Ça existe. Ça fait le buzz hein, sur Internet et ça fait vendre des livres. Hein. Mais alors ça, moi, je fuis totalement ça. Peut-être parce que je ne veux pas qu'on vienne me casser la figure, mais surtout parce que je ne veux pas que les personnes qui sont devenues mes personnages hein, soient empêchées, dérangées dans leur vie par les conséquences que j'appelle les dégâts collatéraux de la littérature. Vous voyez hein. Donc, c'est aussi, et c'est une raison éthique, vous voyez, hein, pour laquelle hein, je fictionne. Hein. J'appelle ça, vous savez, vous avez déjà pris des bretelles d'autoroute, des ronds-points, vous voyez, hein, mais j'appelle ça des stratégies de contournement. Hein. Il faut contourner l'obstacle. Hein. Voilà, donc je crée comme ça, hein, ou des rideaux de fumée aussi. Hein. Voilà, et j'ai appris à faire ça. Je l'ai pas fait suffisamment pour mon premier livre, Le Soir du Chien. Je le regrette encore aujourd'hui, vis-à-vis de certaines personnes devenues personnages, pour lesquelles ça a créé une gêne, pas quelque chose d'insurmontable, mais une gêne, et je le sais pour toujours. Vous voyez hein. Et donc, dans mes livres suivants, oui, ces techniques de contournement, je les ai mises au point, il m'a fallu à peu près 4 ou 5 ans pour le mettre au point. Et c'est pas un hasard, vous ne serez pas surpris si je vous dis que ça tourne beaucoup autour du corps. Il faut changer les corps. Vous voyez hein. Si vous changez les corps, vous êtes comme le peintre en fait. Hein, voilà, ces pièces, ces morceaux, vous travaillez sur motifs. Hein, et si vous introduisez suffisamment de modifications hein, dans les allures, les démarches, les dimensions physiques du personnage, c'est gagné. Et en fait, c'est beaucoup là que ça se passe. Voilà.
D'ailleurs, vous en parlez dans Hors champ, lorsque Claire, qui est devenue Oui. écrivaine, Mm. dans le village, on dit qu'il ne faut rien lui Oui. raconter parce qu'elle va l'intégrer dans son prochain roman, etc. Oui, oui. Alors, vous voyez, mais voilà, oui, vous avez raison. J'ai déjà eu cette réflexion, par exemple, vous voyez, dans ma propre famille. Hein, dans ma propre famille, ma mère ou mon oncle, ma mère est morte maintenant, mais mon oncle est toujours vivant, et ils sont très bons conteurs, ils racontent volontiers, vous voyez, des anecdotes du village, ils imitent très bien les façons de parler des gens, enfin, puis ils aiment bien faire ça, ils le font très volontiers. Donc, combien de fois ma propre mère, par exemple, hein, m'a raconté des anecdotes au téléphone, et m'a dit après, tu mets pas ça dans un livre. Mais elle me l'avait d'abord raconté. Vous voyez? Donc elle me proposait une forme, déjà. Hein, voilà. Et ça, c'est très ambigu. Hein. Il faut faire très attention avec ça. Hein, parce que ça peut être très douloureux, ça peut être très... Voilà. Hein. Et puis, je crois aussi que... en fait, moi, il y a des livres que je n'ai pas écrits, que je n'ai carrément pas écrits, hein, parce que j'ai senti qu'ils ne seraient pas recevables. Je n'arriverai pas à trouver la forme qui les rendrait audibles, lisibles, recevables, supportables. Donc, je ne les ai pas écrits. Voilà. Hein. Tout à l'heure, vous avez un peu hésité lorsque j'ai dit réalisme. J'ai senti que c'est peut-être une désignation, une catégorie. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de Zola. Je suis fâchée avec Zola depuis toujours. D'accord. Pas avec l'homme, hein, sacré bonhomme. Mais j'ai une sorte de... Depuis toujours, hein, depuis l'âge de 15 ans, depuis que j'ai lu mon premier Zola, Au bonheur des dames. Oh là là, quelle purge! Je l'ai trouvé, j'ai trouvé les personnages ineptes, enfin j'étais complètement allergique, mais complètement, hein. Et comme j'étais une très bonne élève, ben, il fallait quand même que je fasse le boulot, quoi, vous voyez, hein. Et ça m'a poursuivi pendant toute ma scolarité, mais encore aujourd'hui. Et en fait, je sais autre chose concernant Zola, c'est que Zola a écrit un gros roman qui s'intitule La Terre, dans laquelle il donne une vision du monde paysan que je ne lui ai... En fait, c'est ça le problème, je ne lui ai jamais pardonné ça. Je l'ai lu une fois. Je n'ai jamais osé le relire. À mon âge, on relit, hein. Hein, je n'ai jamais osé le relire. Voilà. Hein, c'est comme un trou noir. Voyez, hein. Et en fait, quand on parle réalisme, je pense tout de suite à lui, voyez, et je me dis, bon, c'est pas bien, hein, parce que c'est sommaire, c'est voilà, il faut pas faire ça, il faut lire Zola. Hein. Mais voilà, moi je sais que c'est un écueil dans mon parcours de lectrice et dans mon parcours de professeur aussi, parce que je peux vous dire une chose, être pendant 40 ans professeur, enseigner les lettres, hein, en France, hein, sans faire lire Zola, eh ben, c'est un exploit. Hein. Et moi, j'ai jamais fait lire Zola. Hein. Un petit extrait de temps en temps quand je pouvais vraiment pas faire autrement. Hein. Mais alors, à dose homéopathique, hein, ça passera pas par moi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon? Oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je peux le faire. Je veux pas prendre la parole des étudiants. J'ai une question, moi, depuis hier qui me brûle les lèvres. Vous avez dit, ça m'a beaucoup touché, que c'était d'avoir lu Michon, Millet et puis Bergogneau qui vous avait comme en quelque sorte, c'est pas le mot que vous avez employé, mais moi ce que j'ai entendu c'est que ça vous avait autorisé à écrire. Et autorisé à écrire en particulier sur une matière et sur un territoire. Et je me demandais si vous aviez l'impression que vous aviez ajouté une voix de femme à ces territoires justement, et aussi de façon connexe, s'il y a aussi des voix de femmes qui vont autoriser à écrire, ou si c'est vraiment ces trois auteurs-là. Merci. Alors, donc, je redis les noms. Hein, donc, Pierre Michon, qui est né en 1945. Richard Millet doit être de 1955. Et Pierre Bergogneau, je crois que c'est 1949.
hein. Et ils ont tous les trois, ces trois écrivains, une particularité commune, c'est qu'ils sont tous les trois originaires du Massif central, vous voyez, de ces départements du centre de la France, d'où je suis originaire aussi, hein, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot, hein, Aveyron, hein, donc des départements extrêmement ruraux, pour ne pas dire paysans, hein, et des départements dans lesquels l'exode rural, alors là, a massivement récurer le territoire. Hein, voilà. Hein, bon. Et tous les trois, à des titres divers, hein, de façon très diverse, font de ces lieux et de ce milieu, hein, la matière de leur écriture. Voilà. Hein. Alors, il y en a un qui m'a plus accroché que les deux autres, c'est Pierre Michon. Et pour une raison à la fois stylistique et sociologique, les deux ne se séparent pas tellement à mon avis. C'est que Pierre Michon a une seule génération intermédiaire entre le monde paysan, ses origines paysannes et lui. Ses grands-parents étaient paysans. Ses parents étaient instituteurs. Hein. Sa mère, parce que son père a disparu très tôt dans sa vie. Hein. Voilà. Mais ils étaient instituteurs. Donc lui, son socle paysan, c'est les grands-parents. Pour les deux autres écrivains, c'est beaucoup plus lointain. Comme dans la plupart des familles françaises aujourd'hui. Vous voyez, c'est à 2, 3, voire 4 générations. Hein. Voilà. Pour moi, c'est pas lointain du tout, c'est juste derrière. Hein. C'est mes parents et mon frère. J'ai pas de génération intermédiaire. Et ce qui fait la singularité, à mon sens, de ce que j'ai pu écrire sur celui et ce milieu depuis 30 ans que j'écris, est très lié à cette frontalité. Hein, au fait que je n'ai pas vécu des vacances aimables chez mes grands-parents. Vous voyez, hein, je n'ai pas de rapport nostalgique, aucun rapport nostalgique à ce lieu et à ce milieu. Hein, j'ai un rapport beaucoup plus frontal, d'où le côté beaucoup plus rugueux de ce que j'écris. Voilà, hein, voyez. Alors évidemment, qu'il m'est bien apparu hein, que c'était trois mâles. Hein. Puis alors en plus, ce sont des hommes dont l'écriture est très 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 charnelle, très sexuelle, hein, et qui mettent en avant surtout Michon et Millet, Bergogneau beaucoup moins, hein, mais Pierre Michon et Richard Millet, c'est parfois même vécu aujourd'hui comme problématique, hein, mettent en avant un certain rapport à la virilité, voyez, hein, au mâle qui empoigne les situations. Hein. Bon, alors moi, jusqu'à nouvel ordre, je ne suis pas un homme, hein, donc mon rapport, si vous voulez, à ce monde, hein, est celui de quelqu'un qui a été élevé en fille, qui était une fille, et qui a pu qui a pu s'en arracher parce qu'elle était une fille. Ah oui, ça c'est fondamental. Hein, voilà, c'est la tension qui est dans hors-champ, vous voyez. Hein. Alors, je dis très rapidement, hein, sociologiquement, les filles nées dans mon milieu à mon époque sont toutes parties. On leur a dit, il ne faut pas rester là, il n'y a pas de place pour vous. Si quelqu'un garde la ferme, les terres dont on est propriétaire, c'est le fils. Vous, allez donc inventer votre vie ailleurs. Et souvent, les filles ont été très contentes, hein. Parce que les culs des vaches, ça leur disait pas grand-chose, à vrai dire. Hein, voilà. Hein. Donc, elles sont devenues fonctionnaires, institutrices. Vous voyez, moi, j'étais programmée pour devenir institutrice. Vous voyez, parce que j'apprenais bien à l'école, j'adorais l'école. Hein. Bon, vous voyez, c'était pas du tout douloureux, tout ça, c'était sociologique. Voilà. Hein. Et mon écriture, elle se situe à cet endroit-là. Hein, voilà. Donc, le fait d'avoir été une fille, ben, ça a plutôt été une chance et une grâce. Hein. En même temps, je viens d'un monde dans lequel les tâches entre les hommes et les femmes étaient réparties d'une manière très genrée, hein, et dans laquelle la suprématie mâle ne faisait pas de doute, hein, on ne la remettait pas en question. Hein. Alors souvent, c'était pas le cas dans ma famille, mais c'est un hasard, mais souvent, cette suprématie mâle, elle n'était que d'apparence. Hein. Souvent. Hein. C'est-à-dire que par derrière, c'était les femmes qui tenaient les maisons. Hein. Les femmes, les grands-mères, les mères, voyez. Hein. C'était très très présent, ça. Hein, vraiment. Hein. Et alors, les écritures femmes, évidemment que je me suis posé cette question. Parce que toutes mes grandes influences littéraires sont des hommes. Hein. Pour citer celui que j'appelle le patron des morts, c'est Flaubert, et le patron des vivants, c'est Michon. Voilà. Bon. Ah, ça m'a interrogé, je peux vous le dire. Hein. J'ai lu Marguerite Duras, et j'ai lu Colette, et j'ai lu Claude Sarraute. Hein. Ça ne m'a pas fait écrire. Et non. C'est ces trois hommes-là qui m'ont... Des écritures mâles, et ce sont des écritures mâles, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il existe des écritures féminines et des écritures masculines. Je suis en train de vous dire qu'il existe des écritures qui sont très chargées, hein, du point de vue du degré de testostérone. Voilà. C'est le cas de ces écritures-là. Hein. Faut le dire. Oui. Oui. Oui, oui. Ben, mon rapport à l'écriture, il passe par le canal masculin.
Ouais. Et d'ailleurs, ça va très très loin. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais nettement, je l'ai même écrit dans un livre qui s'intitule Chantier, la sensation d'usurper une place réservée aux mâles, aux hommes. Et c'était très jubilatoire pour moi. Et dans mon premier livre, mon premier roman, je dis « je », mais c'est un garçon, c'est un homme. C'est Laurent. Il n'est pas dans une position très virilisante, hein, ni viril, hein, mais c'est un homme. Hein. Il n'est pas paysan, il est électricien. Hein. Il a presque 40 ans et la femme qu'il aimait vient de partir. Hein. Elle vient de le laisser choir. Hein. Et je raconte comment il continue sa vie. C'est ça le sujet de mon premier roman, qui est un roman d'amour, mais quand le roman d'amour commence, l'histoire d'amour est déjà finie. Hein. Bon, eh bien, vous voyez, là je dis « je », mais c'est un jeu masculin. Et ça, honnêtement, cette question-là, vous voyez, hein, la question de la représentation et de la manière du monde, de la façon dont elle est travaillée par le fait que vous soyez hein, de ce côté-ci ou de ce côté-là, hein, et combien mes lectures ont été, elles aussi, orientées d'une certaine manière. Hein, ben c'est une question qui me traverse, qui me travaille et que je n'épuiserai pas. Elle m'épuisera. Ça, c'est bien possible. Mais surtout qu'elle est aujourd'hui, pour le coup, vous voyez, quand j'étais étudiante, c'était des questions qui n'affleuraient jamais dans la sphère universitaire. Aujourd'hui, elles y sont présentes, bien sûr. Hein, et j'y suis confrontée, bien sûr, évidemment. Hein. Ça fait partie du jeu, J-E-U. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, je me déplace. Alors, en ce qui concerne les questions... Excusez-moi pour m'avoir. En ce qui concerne la question des étudiants, vous savez qu'aujourd'hui, cet après-midi, vous allez avoir presque 2 heures pour converser avec Madame Marie-Hélène Lafont, tout seul, comme cela, son prof. Demandez des dédicaces si vous le souhaitez, parce que ce matin, il y avait quelques personnes qui le souhaitaient, je crois. Mais quand même, je crois qu'on peut poser une dernière question. Bien sûr. Et après, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Alors, ça sera un peu mieux. Après, moi, je vais vous inviter qu'on sorte ensemble. On va faire une photo traditionnelle juste à côté. Il y a un panneau I Love University of Gdańsk. Alors, nous allons prendre une photo ensemble. Puis, nous allons planter un arbre commémoratif. Alors, déjà deuxième, l'année passée, c'était pour Brigitte Giraud. Et maintenant, pour Marie-Hélène Lafont. Et après, nous allons ensemble voir l'exposition de photos, aussi à côté de l'université, de la faculté des lettres. Et puis, on mange et on se repose un petit peu. Séance avec Marie-Hélène Lafont. Et le soir, on se voit à l'hôtel pour un banquet final. Et la dernière question, alors, je vis quelqu'un. Oui. Du coup, bonjour. Oui, bonjour. Hier, vous avez parlé de Claude Simon aussi, Oui. comme étant un auteur qui vous a influencé. Oui. Aujourd'hui, vous avez parlé de peinture, de corps, de sensations. Donc ça m'évoque naturellement l'ouvrage Triptyque, justement, de Claude Simon. Et je voulais savoir dans quelle mesure ou à quel point son écriture, en tout cas sa parole, vous a vous aussi également influencé à écrire. Oui. Merci beaucoup pour cette question. Alors, Claude Simon, voilà encore un homme. Hein. Alors, Claude Simon, j'ai découvert tardivement son existence. Et je peux vous dire exactement quand. 1985, quand il reçoit le prix Nobel. Vous allez me dire, c'est quand même dingue. En 1985, vous voyez, moi j'ai 23 ans. J'enseigne déjà, j'ai commencé à enseigner. Hein, et je suis étudiante en lettres à Paris depuis 4 ans. Hein, depuis 5 ans même, vous voyez. Et tenez-vous bien, je vais vous donner un détail. Claude Simon, il vivait tantôt donc du côté de Perpignan, tantôt à Paris. À Paris, il habitait Place Monge. Place Monge, métro Monge. Moi, pour aller prendre mes cours à la Sorbonne, je sortais au métro Monge. Pendant 4 ans, de 80 à 84, je suis passée... Hein, j'ai pris ce métro, je suis entrée dans cette bouche de métro, j'en suis ressortie au moins une fois par jour, hein, presque tous les jours de la semaine, pendant 4 ans. Je ne savais même pas que Claude Simon était là. Hein, et peut-être que je l'ai croisé. Je ne savais même pas qu'il écrivait là. Voyez, mais vraiment, mais quand j'y repensais après, je me suis dit, mais c'est dingue. Aujourd'hui, il y a bien sûr
une plaque sur l'immeuble, etc. Voyez, c'est vous dire à quel point j'ai pendant longtemps tout ignoré de la littérature contemporaine. Voilà. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez de la chance de rencontrer des écrivains vivants, mais d'une certaine manière, je vous le dis quand même. Hein, parce que nous, on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc, Claude Simon, j'y viens en 85. Il a le prix Nobel de littérature. Je lis La Route des Flandres. J'y comprends rien. Ça me tombe des mains. Vous voyez ? Je suis perdue. Complètement. Je ne peux pas accepter d'être perdue. Je suis beaucoup trop angoissée pour être perdue dans un livre. Vous voyez ? Hein, et je n'identifierai que bien des années plus tard, hein, je vais vous dire à peu près quand, à quel point je suis aussi perdue pour des raisons, pour des raisons sociologiques. Voilà, hein, parce que l'écriture de Claude Simon, hein, et tout le geste d'écriture de Claude Simon, ça vient vraiment d'un lieu et d'un milieu. Hein, et il y a, si vous voulez, il écrit, je dis volontiers, il écrit du côté de l'écurie des chevaux et des cavaliers. Moi, j'écris du côté de l'étable à vache. Voilà. Hein. Et il y a une différence fondamentale. Et à 25 ans, je ne suis pas armée, voyez, hein, pour entrer dans cette autre sphère. Hein. Alors, je sens qu'il y a quelque chose de puissant, mais j'entends rien. C'est comme encore aujourd'hui quand j'écoute du Wagner. Je sens que c'est puissant, mais j'entends rien. Ça me fait le même effet. Voilà. Bon. Donc, pendant plusieurs années, je ne lis plus Claude Simon. Je vais retourner beaucoup plus tard à Claude Simon par un très court texte qui s'intitule « La chevelure de Bérénice », qui est un texte totalement poétique, fulgurant, hein, un texte sur la peinture. Voilà. Hein. C'est par là que je vais trouver mes marques chez Claude Simon. Hein. Et ensuite, je vais découvrir, mais avec émerveillement, encore aujourd'hui un émerveillement inépuisable, hein, surtout ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les derniers livres de Claude Simon, que je trouve les plus lumineux, voyez, hein. Mais ça n'a pas, pour moi, présidé au déclenchement de l'écriture pour des questions, je pense, vraiment très culturelles et sociologiques, vous voyez, hein, qui ont fait écran. Hein. Et quand je vais 10 ans plus tard, c'est beaucoup 10 ans dans une vie, hein, surtout à ces âges-là, vous voyez, entre 25 et 35 ans, hein, ou 34 ans. Quand je vais presque 10 ans plus tard aborder Michon, Millet et Bergogneau, eh bien, je serai, si vous voulez, sociologiquement, ça sera repérable pour moi, hein, et je pourrai avoir accès, hein, à ce choc des œuvres en train de se faire. Voilà. Et là, je vais revenir à Claude Simon. Je vais lire, par exemple, et relire inlassablement L'Herbe. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte-là, ce n'est pas un texte commode, hein, mais c'est un texte dans lequel on entre justement dans des flux de conscience entrecroisés, hein, et tout ça avec une très très forte présence d'une maison, de la respiration d'un corps qui agonise, hein, d'une saison, hein, l'été finissant, hein, tout ça avec une sensualité qui empoigne le monde, quoi. Voyez, ce texte-là, il est inépuisable. Et parfois, vous voyez, pour me relancer dans le flux de l'écriture, je reprends une dose de Claude Simon, hein, comme on dirait un bon shoot, quoi. Voilà. Hein. Mais c'est aujourd'hui que je peux faire ça. Je ne pouvais pas à 25 ans. Merci pour votre question. Merci à vous, Marie-Hélène Lafont, pour cette magnifique conversation, pour tous ceux que vous venez de partager avec nous. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'écouter la masterclass à la BNF. Vous pouvez trouver le podcast sur France Culture. Je pense que ça pourra faire pour vous encore un peu un résumé de tout ce que vous venez d'entendre ou élargir encore un peu votre optique sur l'écriture et l'œuvre de Marie-Hélène Lafont. Merci infiniment d'être venue, d'être avec nous. On va aller planter l'arbre, hein, c'est ça ? C'est ça. Et faire la photo et planter l'arbre. Très bien, des choses très essentielles.